285 millions de dollars partis en fumée. Pas à cause d'un bug, à cause d'humains. J'étais à l'ETHCC, à la conférence à Cannes quand c'est arrivé. Et ce que j'ai vu là-bas d'ailleurs à la conférence, ça m'a tout expliqué. Pourquoi est-ce qu'il y a eu ce hack? Comment est-ce que c'est possible? Parce que le vrai problème dans la crypto en 2026, c'est pas la menace du quantum, c'est pas les lois, la régulation, c'est pas vraiment les hackers non plus. Le plus gros problème, c'est vous. Alors, laissez-moi un petit peu vous mettre le cadre. Le THCC, c'est quoi? C'est une ambiance, c'est une conférence. L'écosystème Ethereum, des gens du monde entier qui viennent là. Bon, c'était plus calme que ce que je pensais, par rapport à un Solana Breakpoint ou des trucs comme ça. Là, c'était pas super vivant. On sent qu'il y a le bear market, tu vois. En plus, il disait qu'il y avait 10 000 personnes attendues. Je pense qu'on était bien moins que ça. Le troisième jour, il y avait déjà des stands qui avaient plié bagages, qui étaient déjà repartis. Voilà, bon, ok. Le marché, il est flat. Le retail, il est pas trop présent. Les VC, d'ailleurs, les investisseurs, ils étaient pas là non plus. Mais bon, on est donc à cette conférence avec 3 types de personnes. Les OGs, moi, les gens avec qui j'aime bien discuter, des gens qui ont cette vision initiale de Satoshi Nakamoto, tu vois, de décentralisation, de liberté, de faire confiance au code. Code is law, tu vois, le code c'est la loi. Donc des gens comme, il y avait Jordi, là, qui a ouvert la Ethereum Economic Zone. Il y avait, j'ai croisé Fisher Yu de Babylone, avec qui on a passé pas mal de temps aussi. Donc le gars, c'est un vrai bitcoiner. Il y avait quelques personnes, bon, bien sûr, tu avais le représentant des wallets, donc Trésor, dont le fondateur était aussi un gros bitcoiner. Ledger, Tangem avec qui j'ai déjà bossé aussi, Tangem et Ledger. Donc voilà, des gens qui croient au self-custody, qui croient à la décentralisation, etc. Mais on n'était pas très nombreux. Ensuite, en beaucoup plus grand nombre, on avait le retail. Le retail, il y a 2 genres de personnes. Il y a ceux qui viennent pour chercher des opportunités. Enfin non, en fait, ils viennent tous, il y a qu'un seul type de personnes, ils viennent tous pour chercher des opportunités. Soit des opportunités en c'est quoi le prochain token qui va péter, en essayant de regarder, tiens, quel token va faire un TGE, là, un Token Generation Event, et puis voir ce qu'on pourra faire, est-ce qu'on pourra faire un x10, un x100. Et il y a ceux qui cherchent du boulot. beaucoup qui cherchent du boulot ce coup-ci. Et troisième type de personnes qui, eux aussi, étaient pas très nombreux, c'était surtout les exposants et les speakers, c'est les institutions. Les sociétés, des trucs comme, je sais pas moi, Ant Group là, de Alibaba, le pôle finance de Alibaba, qui lance une chaîne, Société Générale aussi, qui arrive avec ses grands sabots, et puis au final, pas beaucoup de monde sur le stand. Des systèmes d'assurance, des assureurs qui arrivent dans le monde de la, comment ça s'appelle, de la crypto. Bon, voilà. Des gens qui arrivent pour nous parler des RWA, du Bitcoin en collatéral, des choses comme ça. Pour ça d'ailleurs au niveau institution et tout ce qui est aussi, par exemple, immobilier à Dubaï et compagnie, on en avait parlé avec Fisher aussi quand on a pris le petit déj ensemble le lendemain matin. Bitcoin il n'est pas assez élevé pour servir de collatéral aux assurances, aux transactions immobilières. On regardait Dubaï notamment. Le marché de l'immobilier à Dubaï est tellement énorme qu'il faudrait un bitcoin à 1 million minimum pour pouvoir faire office de collatéral. Le bitcoin est encore quand même loin du niveau de l'or pour servir de collatéral. Mais voilà, au final, très peu de gens étaient là vraiment pour la technologie, des old gamers, des gens comme ça, des gens qui disaient, comme Jordi justement, qu'il faut des smart contracts qui ont été totalement abandonnés par les développeurs. On veut pas des smart contracts sur lesquels il y a encore des gens qui ont du pouvoir. On veut pas des smart contracts même qui sont en multisig, peu importe. On veut des choses qui sont décentralisées et trustless. On a besoin de faire confiance à personne. Malheureusement, ça va pas dans cette direction Ethereum. Et même, c'est même ancré dans le code de l'upgrade Egota et compagnie, c'est Ethereum, ils veulent faire un compromis entre la décentralisation et la facilité d'utilisation. Et pour ça, on va vers plus de centralisation. On se tire une balle dans le pied, j'ai l'impression, tu vois. T'avais tous ceux qui voulaient être seedless, par exemple. Être seedless avec un cold wallet comme Tangem, ok, je comprends. Mais être seedless pour ton wallet sur la blockchain, en basant ça sur, par exemple, ton adresse email, je trouve ça complètement débile parce que si t'as un problème avec ton adresse email, parce qu'en plus c'est une entité centralisée, on va dire que tu fais ça avec ton Gmail, même s'il y a du zkeyproof, etc., si ton Gmail il est bloqué, t'es foutu, tu peux plus accéder à ton wallet. Donc je comprends bien ce qu'ils nous disent, oui, on passe de 30 à 90% d'adoption si on facilite les choses et qu'on fait un petit peu comme du Web 2 pour le Web 3. Mais si on voulait du Web 2, on n'aurait pas créé le Web 3. C'est ce que je disais avec des potes. Au final, il y a des gens qui veulent que la crypto, ça soit comme les banques. Mais les banques, elles font très bien le boulot d'une banque. On ne peut pas utiliser les systèmes du Web 2, tous ces axes centralisés, ces systèmes de, on va pouvoir récupérer son mot de passe comme on pourrait le faire sur WeChat par exemple. À partir du moment où tu as 5 amis qui confirment que tu es bien toi, tu peux récupérer une seed phrase. Non, on veut pas ça.
On veut your keys, your coins. On veut du self-custody. On veut de la liberté. Et surtout, on veut ne pas avoir à faire confiance. Trustless, on le dit. Je ne veux pas avoir à faire confiance à Gmail, à Google, ou Alphabet, ou je sais plus comment ça s'appelle. Je ne veux pas avoir à faire confiance à 5 de mes amis pour qu'ils m'aident à récupérer mon wallet. Et je veux encore moins d'ailleurs qu'ils connaissent mon wallet et qu'ils sachent combien il y a dedans, etc., etc. On verra mieux que ça. On perd quelque chose et, puisqu'on parlait de Drift est arrivé là, le problème du Drift protocol qui se fait hacker. Exactement le même souci. On arrive sur quelque chose avec un contrat qui est géré en multisig, etc., qui n'est pas vraiment décentralisé. Et qu'est-ce qui se passe? Je vous recadre un petit peu l'histoire. 280 millions de dollars sur un protocole de Solana hacké par Lazarus Group, un groupe de Corée du Nord. Et c'est pas un bug de code du coup. Le code, ils l'ont utilisé comme il était créé pour être utilisé. Ils ont joué selon les règles du jeu pour le code. Ils ont rien piraté, ils ont rien cassé, rien du tout. Le code, il était bon. Là où ça a merdé, c'est avec du social engineering. Des humains qui ont été infiltrés et manipulés pour atteindre ce but. Donc déjà au niveau du code, les Nord-Coréens ils sont quand même super forts parce que, je sais pas si vous connaissez, mais les Nord-Coréens avant pour gagner de l'argent pour leur pays, ils utilisaient, il y avait le bureau 39. Le bureau 39 c'était quoi? C'était trafic de drogue, c'était contrefaçon de monnaie. D'accord, des faux dollars, des faux euros, des trucs comme ça. Mais au bout d'un moment, avec les problèmes logistiques et compagnie et les sécurités sur l'argent, ils ont switché dans les années crypto sur le bureau 121. Bureau 121, cyber warfare, tout ce qui est guerre, cyber, je sais pas quoi. Et pour arriver à être bon en crypto, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent les meilleurs gamins, ceux qui ont le meilleur niveau en mathématiques, et puis ils les grooment, ils les suivent, ils les boostent, etc. Et tous ceux qui carburent, direction Pyongyang, super niveau dans la société, bon salaire, bon niveau social, ta vie elle change quoi. Et tu peux arriver au bureau 121 et avoir ces chances d'être envoyé à l'étranger en tant que, je sais pas moi, analyste pour des grosses sociétés internationales, des choses comme ça. Et bien évidemment infiltrer un petit peu partout, toutes les sociétés du monde avec un passeport chinois, un passeport japonais, ou un passeport sud-coréen, peu importe. Donc c'est des gens qui depuis tout petit ont été formés à être les meilleurs développeurs, les meilleurs hackers et aussi les meilleurs manipulateurs. Donc forcément, on a du mal à lutter contre ça. Surtout quand on fait confiance à l'humain. Au pire, un code qui est exploité, voilà, c'est comme ça. Le code, il a été mal fait. Dans ce cas-là, il y avait une faille dans ton contrat. Là, on peut s'en vouloir qu'à soi-même, et puis on a mal fait le truc, etc. Les audits n'ont pas suivi, etc. Le code n'était pas open source, par exemple, des choses comme ça. Mais dès qu'on arrive sur un problème structurel, une multisig qui est pas vraiment décentralisée, on est juste comme une vieille banque qui se fait braquer tout simplement. C'est une vieille banque juste qui a une belle interface Web3, mais on est toujours sur un système centralisé. Si on a toujours quelque chose où on peut appeler un humain pour annuler une transaction, etc., c'est pas de la vraie décentralisation. D'ailleurs, on avait un truc centralisé derrière qui a foiré. C'est-à-dire que non seulement ils ont hacké un truc, donc c'est pas vraiment hacké, mais du coup voilà, ils ont profité d'un protocole centralisé, mais derrière, les autres entités centralisées, elles ont merdé aussi. T'as Circle qui a été prévenu juste après, et pendant 6 heures, ils ont rien fait, le temps que le RGB nord-coréen, il enlève l'argent, c'était trop tard. Alors que là, on était encore sur un truc centralisé, mais du coup qui a pas rempli sa fonction pour laquelle ils arrêtent pas d'ailleurs de se vanter et de dire oui, nous on fait attention, nos utilisateurs c'est les meilleurs, voilà, tout ce qui est régulation, compliance et compagnie, au niveau PR, au niveau marketing, etc., ils sont très très bons. Les comptes Twitter, les blogs, etc., les interviews, ils sont très très bons Circle, mais dès qu'il y a un problème et c'est pas la première fois, ils réagissent pas derrière. Donc pourquoi faire des trucs centralisés si de toute façon les personnes auxquelles on est censé faire confiance, ça fonctionne pas quoi. Si le problème c'est moi, c'est vous, c'est les êtres humains qui sont greedy, qui sont mauvais pour comprendre qu'ils sont en train d'être manipulés, qui sont mauvais pour repérer les personnes qui les tirent vers le bas, qui sont mauvais même pour se contrôler eux-mêmes. Pourquoi est-ce que si on a tous ces problèmes-là, on reste pas sur du trustless pur, comme sur Bitcoin et comme sur Ethereum, c'était censé être la seule chaîne vraiment décentralisée. C'est vraiment l'une des rares chaînes qui est arrivée après Bitcoin où on a quand même une bonne dose de décentralisation. Pourquoi est-ce qu'on veut aller vers du centralisé, vers des solutions plus Web 2, vers des solutions où on va avoir des médiateurs, où on va avoir du réseau social qui va pouvoir nous aider à récupérer des informations, par exemple une seed phrase. Pourquoi est-ce qu'on va lier ça à un compte email pour aller plus vite, pour créer un wallet, si derrière ça nous fait des problèmes comme ça qu'on connaît
et pour lesquels la crypto et le Bitcoin ont été créés, justement parce qu'on voulait changer, on voulait plus des banques. Et maintenant, on veut essayer de faire des belles banques avec juste une interface Web3 soi-disant décentralisée, et le mot décentralisation, c'est plus que du marketing, un peu comme Circle avec ses concepts de sécurité. Ce que je discutais avec Fisher, et pourquoi est-ce que j'aime bien son nouveau système de collatéral sur Bitcoin et AAVE, du coup, c'est que c'est trustless. Le truc, la loi, c'est le code. Code is law. Leur interface, elle permet d'aller vérifier sur la chaîne Ethereum, du coup, ou n'importe quelle chaîne UVM, en fait, après dans la logique, si une action a bien été validée ou non. Et si elle a été validée ou non, tu sais si ton collatéral, il est liquidé ou pas. Besoin de faire confiance à personne. Et en plus, toi, tu as toujours tes bitcoins dans ton wallet. Tu les confies à personne. Tu fais confiance à personne. On veut du trustless pur. Les humains, ils faillissent toujours. Le code, les maths, non, jamais. Faut pas être pessimiste et se dire maintenant tout est foutu, tous les protocoles qu'on a actuellement sur Solana, sur Base ou n'importe quoi, c'est mauvais. Enfin, s'il faut être pessimiste, faut être paranoïaque d'ailleurs. Ça va arriver encore parce que les gens ils comprennent pas. Cette leçon que Drift nous a donnée et cette direction que Ethereum veut prendre, ça prouve ma vision et nous montre que ça risque de continuer dans ce cas-là. Mais si c'est pour qu'à chaque fois ça profite à des États avec lesquels on n'est pas forcément d'accord au niveau de beaucoup de choses, c'est dommage quoi. Les gens ils se rendent même pas compte à quel point ils n'arrivent pas à contrôler leurs émotions. Regarde là, on a eu toute une vague d'émotions encore avec la menace Quantum, avec Google là, qui sort ses deux papiers en disant maintenant on peut réussir à hacker un wallet en moins de 9 minutes, c'est-à-dire plus rapide que un bloc Bitcoin. Du coup voilà, c'est la grosse panique. Alors qu'en fait, il n'y a rien qui a changé depuis ma dernière vidéo que j'avais fait en décembre 2024. C'est les mêmes choses. Je pourrais vous refaire exactement la même chose. Ou peut-être qu'au montage, les concepts de base de la vidéo de la dernière fois, ils seront rajoutés. J'en sais rien. Sinon, vous regardez, je vous mets le lien en dessous. Mais les gens, ils s'inquiètent encore. Et pourquoi? Parce qu'ils ne maîtrisent pas les bases. Parce qu'ils ne comprennent pas les concepts de base. On n'est même pas d'ailleurs que sur les concepts de base de la philosophie de Satoshi Nakamoto, des choses comme ça. On est sur les concepts de base de comment est-ce que ça fonctionne le Bitcoin. En fait, le vrai problème qu'on a ici, que ça soit pour l'un ou pour l'autre, le vrai danger, c'est pas le quantum. C'est le fait que les gens, ils font confiance à quelqu'un d'autre pour penser à leur place. Tous les jours sur Internet, dans le monde de la crypto, on vous dit do your own research, mais il y a personne qui le fait vraiment. Et encore une fois, on se rend compte que les émotions, elles sont plus fortes que les informations. Même avec les données disponibles, les gens, ils font des choix émotionnels tout le temps. Toutes les infos, comment est-ce que ça marche chez Zerap? Par exemple, comment est-ce qu'on peut faire du collatéral Bitcoin directement on-chain de façon native? Les gens, la plupart qui regardent cette vidéo aussi, ils vont pas aller creuser. Ils vont pas aller demander à Unial, leur expliquer, etc. Parce que ils s'en foutent. Même avec les données disponibles, les gens, ils font des choix émotionnel. Et c'est pour ça que Michael Saylor, il a tellement de succès. Et c'est pour ça que Satoshi Nakamoto et sa vision initiale, elle se perd. Parce que les gens, ils veulent quoi? De l'argent. Rapidement, si possible. Et sans trop se fatiguer. Donc ils font confiance. Ils font confiance parce qu'on leur a dit, tiens, c'est pas trop risqué ça. Voilà. Ou on va faire un compromis. Après tout, le risk-reward ratio, il est bon. Mais non, c'est pas bon. Les bases sont pas respectées. Faut arrêter de faire confiance au Web 2, faut arrêter de faire confiance à n'importe quel organe centralisé, faut arrêter d'essayer de chercher la facilité, la seed phrase. Ok, c'est un petit effort, mais tu choisis quoi toi? Une seed phrase que tu peux perdre et éventuellement effectivement c'est game over du jour au lendemain, ou un wallet récupérable où tu peux récupérer ta seed phrase en appuyant sur un bouton comme j'ai oublié mon mot de passe sur Gmail, mais qui cette fois-ci dépend de Gmail. Tu choisis quoi toi? La facilité? Malheureusement la plupart des gens ça sera le cas, ouais. Donc on n'est pas dans la merde. Rejoins le groupe Telegram et discutons de tout ça un petit peu ensemble. Surtout si toi tu es intéressé par les vrais concepts de décentralisation, de liberté, ces concepts de trustless, de code is law, rejoins-nous. Parce que là on est clairement pas assez nombreux et on n'est pas dans la merde. On n'est pas dans la merde. Allez, à la prochaine.